Bonjour à tous, bienvenue à ce 218e épisode des Lunchs immobiliers avec le club. Donc, très heureux d'être avec vous en compagnie cette fois-ci de Jean-Philippe Claude. Donc, on est très heureux d'être là. Merci de commencer votre semaine avec le club, votre semaine immobilière avec le club. On est là pour vous livrer du contenu, en fait, de qualité et gratuitement. Donc, ça nous fait plaisir. On espère que vous êtes en mode go, go, go comme nous. Nous, on sort d'un bootcamp, donc c'était intense autant pour les participants que pour les formateurs. Donc, on espère que vous êtes en forme et que JP aussi est en forme après ce retour de quelques semaines. C'est un petit bout qu'on t'a pas vu, JP? Ben oui, Colin, c'est ça qu'on discutait hors d'onde, là. Ça l'a pas donné, mais ouais, je suis content de retour 2026, let's go. Yes. On a quoi de prévu en 2026? Stabilisation de notre côté. On digère encore nos acquisitions, encore en rénovation, on lance des financements. Fait qu'on est pas mal en stabilisation, je dirais. Là, ben, c'est pas vrai. On achète 100 logements dans le au printemps. Mais ouais, c'est ça, c'est vrai, j'avais oublié ça. On achète 100 logements, mais après ça, on se stabilise. Voilà. Un classique de JP, ça fait 7-8 ans qu'on se connaît, puis là, j'arrête, là, c'est terminé, là, je prends un break, puis ce que je sais, c'est quelques mois plus tard, encore un 100, un C'est ça. 200, let's go! Ouais. Faudrait créer un groupe au lieu des alcooliques anonymes, les acheteurs anonymes, peut-être, tu sais, quelque chose de même. Ouais, ouais, ouais. Good. Un passionné, un ambitieux, Voilà. c'est JP. Yes, excellent. Hey, merci d'être là, JP. Puis, on vous rappelle de poser des questions, en fait, de nous poser des questions. On va y répondre des questions de tout ordre, que ce soit la recherche, l'analyse, les offres d'achat, l'évaluation, la gestion, les prêteurs privés et tout ça. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Ouais, ben, question fiscale, je sais pas si tu vas aller là-dedans. Joey qui posait la question si c'était déductible quand on avait un immeuble au personnel, la formation du club. Peut-être bonifier là-dessus, Yvan, là. Sans être fiscaliste et tout ça, je pense que c'est mieux d'avoir deux immeubles. Donc, deux immeubles pour investir et non votre résidence principale. Fait que deux immeubles, je pense que c'est plus facile. Puis dans une société aussi, c'est plus facile là, de le passer. Mais un immeuble au personnel, ça serait à vérifier avec le fiscaliste. On demandera à Richard de venir répondre dans le chat. Voilà, exact. Ben, c'est ça, vérifier avec votre comptable. C'est une formation dans le but d'engendrer des revenus. Fait que ça vaut la peine de le demander. Vérifier avec ça. Il y avait Marc, effectivement, j'ai pas eu le temps de regarder. Est-ce que les règles du TAL, je vais peut-être regarder ça pendant la prochaine annonce. Est-ce que ça a sorti je sais que c'est aujourd'hui au niveau des pourcentages là, qui avaient été émis pour le TAL. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, Yvan. Je ne sais pas si c'est sorti. Je n'ai pas J'ai eu la pas. chance avec le déménagement et tout ça, mais la semaine prochaine, on reçoit la Corpic. On vient nous parler justement de ça. Ils vont Yes. être aussi à la soirée de réseautage à Montréal. Donc, ils vont venir nous donner des précisions et surtout répondre à vos questions parce que c'est beau avoir les informations, mais des fois, ça soulève des. Surtout qu'il y a une nouvelle façon de faire. Donc, c'est un nouveau calcul qui risque de soulever beaucoup de questions. Fait qu'on les reçoit la Ouais. semaine prochaine. Oui, les règles ont complètement changé. Il y avait d'ailleurs un petit article dans la presse. En fait, là, je me base là-dessus. Là, j'attendais un peu les nouvelles de la Corpic. Mais on parle de l'augmentation qui est maintenant basée sur l'IPC. Fait que c'est beaucoup plus simple à calculer au niveau de l'IPC. Puis au niveau des rénovations, l'amortissement est maintenant fixe. De mémoire, c'est 20 ans, la rénovation. Fait que la Corpic va pouvoir le clarifier, mais ça va être un live qui définitivement que même moi, je vais suivre parce que ça a vraiment complètement changé les règles. Puis je pense que ça fait le bonheur des deux côtés. Nous, on est content au niveau des investissements, que ça ne soit pas basé sur le taux d'intérêt, le retour. Quand on investit dans un logement, on sait que c'est 20 ans maintenant, qui fait plus de sens. Et puis ben, l'IPC en fait l'inflation, qui est pas si mal, en fait, qui nous protège justement contre la prise de valeur, la perte de valeur de l'argent. Fait que je suis pas contre. En tout cas, hâte de voir au niveau de la Corpic. Je pense pas qu'ils sont contre non plus. C'est sûr que chacun tire le côté de sa couverte, mais je pense qu'il y a un bon entre-deux quand même. Ouais, je pense que ça va être bon pour tout le monde. Ouais. Ah, Joey, il sort 3,1%. Fait que voilà, il annonçait 3%. Fait que ça va être dans les alentours, mais à suivre avec la Corpic pour tous les détails. Merci, Joey, pour ça. Puis encore là, tu sais, ça dépend 3 mais comment quel calcul est fait aussi, tu sais. Ça peut être, ça peut être plus avantageux peut-être dans le nouveau calcul. Bref, la semaine prochaine, on les reçoit. Puis moi, je vais prendre Mélodie Bourque à midi 9. Je vais te laisser Jérôme Leclerc à midi 10. Donc, il y a Mélodie qui demande, lors d'un flip d'une maison, quels sont les trois trucs à retenir pour éviter un flop? Évidemment, il y en aurait plusieurs qu'on pourrait vous partager.
Le premier qui me vient à l'esprit, c'est de ne pas être trop optimiste. Souvent, les gens, ils pensent qu'ils vont vendre ça rapidement, là, en 2-3 mois, que ça va coûter moins cher que prévu les travaux, qu'ils vont vendre 100 courtiers au plein prix du marché. Et ça se passe des fois un petit peu plus long que prévu. Ça prend un courtier, il faut qu'il baisse le prix un peu parce que le marché a changé. Et là, souvent, ils vont flopper. Donc, soyez pas trop optimistes dans vos scénarios. Faites quand même 3 scénarios, pessimiste, réaliste et optimiste. Et soyez à l'aise avec le pessimisme, mais faites attention de ne pas trop vous exciter sur tous les éléments que je viens de parler parce que ça risque de flopper. Ensuite, évidemment, la notion de base, faire votre profit à l'achat. Si vous n'avez pas assez de profit dans vos scénarios, baissez le prix. Dites pas non à la place du vendeur, puis renégocier. Revenez à la baisse avec un prix plus bas parce que le profit se fait à l'achat. Donc, en mode flip, c'est hyper important. Évidemment, en mode détention long terme, c'est important aussi, mais on a le temps de se rattraper, même si on paye un petit peu trop cher, le temps va faire son effet, puis on va sortir gagnant pareil. Mais en mode flip, si vous ne faites pas assez de profit à l'achat, risquez de flopper. Donc, 25 de profit à l'achat, les amis, en mode flip. Donc, deuxième truc que je pourrais vous partager. Et peut-être, si vous êtes dans vos débuts de flip, peut-être laisser faire les prêteurs privés dans vos débuts à du 18-20 là. On n'a pas d'expérience en immobilier, on va faire un flip, ça a l'air intéressant. Prêteur privé peut être très risqué. Allez-y avec les banques, avec différentes techniques qu'on vous partage dans le cours ou dans les livres. Donc, avec un système bancaire à 4 5 c'est moins stressant qu'un prêteur privé à 18 quand on n'a pas d'expérience. Donc, j'irai avec ces 3-là. Peut-être JP pourrait bonifier qu'un 4e ou peut-être. Oui, mais en fait, tu l'as bien dit. Moi, ce qui me marque, en fait, c'est dans un flip, le temps va aggraver ta perte. Fait que quand tu dis prêteur privé, là, de faire attention, fait que le temps aggrave la perte. Fait que de jouer sur ce facteur temps, puis avec les taux d'intérêt, puis vous laisser une marge de manœuvre, j'adore. C'est bon. Exact. Surtout dans le cas des maisons, des condos, ce que c'est vacant. C'est sûr qu'ils sont flip un 16 logements, ça se paye, mais dans les petits immeubles, effectivement, c'est une course contre la montre, puis le cash flow négatif fait en sorte que plus le temps passe, moins exact. Donc, et puis, c'est un bon point qu'on pourrait rajouter. Quand on parle de flip, les gens pensent juste aux maisons. On dirait que c'est comme associé aux maisons, mais en réalité, on peut faire ça sur du multilogement, on peut faire ça sur... Là, moi, je connais quelqu'un qui avait 300-400 portes, puis il a vendu en indivise, c'est 14 unités, tu sais, parce qu'il a besoin de liquide. Exact. À tout moment du processus d'investisseur qu'on peut avoir besoin de liquidité et qu'on a le goût de faire un montant d'argent rapidement. Voilà. Exact. Tu me laissais, Jérôme, c'est ça? Pour la mise de fonds. Mise de fonds minimale pour 6 logements et plus, conventionnel SCHL. Jérôme, en fait, pour du conventionnel, dans du 6 logements, généralement, ça va être 75% du 6 logements et plus. Par contre, les banques ont une certaine flexibilité en conventionnel. Je sais que Desjardins vont jusqu'à 8 portes au personnel. Puis tu peux avoir jusqu'à 80%. Mais ça, c'est au personnel. On ne parle pas de prêt assuré, mais ça va jusqu'à 80%. Il y a une certaine limite. En fait, c'est jusqu'à 12 logements total, mais 8 logements à la fois. Puis il y a une limite aussi d'hypothèque. La change tout le temps. Je pense que c'est autour de 2,4 millions total. Mais c'est le genre de programme. Je sais qu'RBC en font, je sais que BMO, il faut jaser, mais il y a une certaine flexibilité là, dans ce 6-8 logements-là en conventionnel, mais sinon, c'est 75%, voire 80%. Dans la SCHL, en fait, normalement, la règle de base, c'est 85%. Là, il y a le programme APH Select. Tu peux taper sur Google APH Select. Ils vont tout expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça fonctionne sur un système de pointage. Pointage avec du loyer abordable, pointage avec l'efficacité énergétique, puis de l'accessibilité au logement. Et avec ça, tu peux monter jusqu'à 95%, qui est quand même significatif là, pour l'achat d'un multilogement. Fait que, techniquement, la mise de fonds minimale pour un multilogement, c'est 5%. Quand même. Hein? C'est pas grand-chose, puis on en a acheté quelques-uns à 5% de mise de fonds. Là, fait que j'ai une transaction, je me rappelle, dans les alentours de 15,5-16 millions. On a acheté avec 500 000 $. Je sais que ça peut paraître gros, là, mais quand même, là, tu peux te mettre 5 amis ensemble puis acheter c'était 85 unités au total, quand même. Quand même. Ouais. Voilà. Fait que je sais que ça paraît gros, mais vous pouvez diviser les chiffres, enlever un zéro, ça fait 1 600 000 avec 50 000. Fait que voilà. Merveilleux. Ouais, exact. Merveilleux. Good, excellent, excellent. Michael Gauthier, à 12h15, nous demande, lors d'un refinancement, refinancez-vous au maximum ou vous laissez une marge de manœuvre? Si vous êtes en mode expansion, les amis, refinancez au maximum. Si votre but est de grossir votre parc immobilier, allez au maximum que la banque peut le permettre, évidemment.
Puis de toute façon, les banques se gardent un ratio de couverture de dette, ils se gardent une sécurité déjà. Fait qu'ils vont forcer un cash flow. Ils ne vont pas vous financer à 100 ils vont financer, par exemple, d'un pourcentage que Jean-Philippe a dit là, tantôt. Puis en plus, ils se mettent une sécurité. Donc, vous allez avoir un cash flow par le fait même. Mais par contre, essayez d'avoir peut-être à côté des liquidités disponibles pour backer tout ça, peut-être des marges de crédit hypothécaires, des marges de crédit personnelles, des cartes de crédit. Ayez accès à des liquidités quand même pour pallier à des imprévus. Mais si on y va avec le système bancaire, on devrait avoir des cash flows positifs d'une façon générale. Évidemment, il peut y avoir une année où il y a des surprises d'un point de vue rénovation, puis là, en théorie, on avait un cash flow positif, mais cette année-là, c'est négatif, d'où le pourquoi d'avoir peut-être des liquidités à côté pour pallier aux imprévus. Mais je dirais en mode, comme j'ai dit tantôt, en mode expansion, refinancer au maximum pour essayer d'acheter d'autres immeubles qui vont prendre de la valeur, qui vont se payer. Et ça me fait penser aux boules de neige de JP. Donc, tu peux poursuivre là-dessus. C'est une petite boule de neige quand on est en expansion. Oui, c'est ça. Dans le fond, on retire cet argent-là. Faut comprendre que dans n'importe quelle situation, quand tu empruntes de l'argent à la banque, la moins chère, c'est toujours l'hypothèque sur un bien immobilier parce que c'est extrêmement sûr pour la banque. Si jamais tu as l'intention de racheter d'autres choses, réemprunter, c'est sûr que tu te mets dans une situation plus délicate. Garde-toi des liquidités parce qu'on revient aux mises de fonds à 95 là. Ça veut dire qu'on a un ratio de couverture de dette d'1,1. OK, vous googlez ratio de couverture de dette ou suivez les cours du club ou achetez les livres. Vous allez comprendre c'est quoi, mais ça laisse très, 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 très peu de marge sur la liquidité. Puis on a tendance à voir que les premières années, quand on a un si bas ratio de couverture de dette, souvent, il va falloir réinjecter parce qu'on va vouloir rénover un appartement. Fait que gardez-vous de la marge quand même, OK? Même si vous financez à 95 gardez-vous une marge parce que ça se peut que ça dépasse parce que la liquidité, elle est très, très, très faible. Qu'est-ce qui reste après le paiement des taxes et de l'hypothèque? Ensuite, boule de neige, en fait, ce qu'Yvan parlait, c'est que, en fait, quand on refinance un immeuble, c'est comme si on lance une boule de neige chez notre immeuble, puis là, elle frappe un arbre, puis là, on se trouve à acheter 2 bâtiments. Fait que les 2 boules de neige descendent la côte et accumulent de l'équité. En fait, ils grossissent. Puis ensuite, ils frappent des arbres, des refinancements. Puis vous comprenez que plus vous achetez d'immeubles, plus ça avance et plus vous bâtissez de l'équité. Fait que vous mettez vos soldats au travail, mais ne vous leveragez pas trop. Okay, c'est mon conseil parce qu'à 1,1 ratio de couverture de dette, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup de liquidité qui reste dans le compte de banque. C'est à peine pour rénover un appartement. Fait que tu as un appartement qui quitte, tu as besoin de le rénover, il va falloir que tu réinjectes un peu d'argent ou malheureusement, tu vas le relouer tel quel puis tu ne pourras pas profiter du potentiel. Fait qu'il y a un entre-deux à faire. Là. Ça dépend aussi de votre tolérance au risque. Il y a des gens qui sont plus risqueux, puis il y en a qui sont comme plus sécures. Donc, écoutez-vous là-dedans. Voilà. Notre ami Jérôme Leclerc, qui est un fin observateur, nous dit qu'à telle page du livre que j'ai écrit avec Jacques, on parlait des cycles immobiliers qui durent 17 à 18 ans depuis 200 ans, des observations depuis 200 ans. En 91, on avait écrit qu'il y avait eu justement une grosse baisse et un crash. 18 ans plus tard, c'était en 2008 à peu près, où mondialement, ça avait baissé aussi. Fait que si on fait plus 17-18, 2008, on se ramasse en 2025-2026. Donc, je présume qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'il n'y a personne de boule de cristal. Si en moyenne 17-18, ça peut être 16 comme ça peut être 20. Mais là, on serait peut-être dans un changement. Ouais. Je n'ai pas observé ça. C'est sûr qu'il y a des baisses un peu de loyer. Là. La valeur locative vont baisser un peu et tout ça. Mais de là à dire qu'on est dans un crash, je ne pense pas. Puis qu'est-ce qu'il pourra faire? Peut-être que nos amis du Sud avec Donald pourraient faire changer la donne. Mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Moi, je sens pas qu'il va y avoir un crash. Non, on reste un besoin essentiel, mais les loyers définitivement, spécialement à Montréal, a été frappé dur par le non-renouvellement des permis, des immigrants, des étudiants étrangers. Fait qu'on a eu en fait une baisse de population à Montréal. Fait que nous, il a fallu baisser certains loyers, surtout dans le moyen de gamme, là, où est-ce que c'était bien rénové. Il a fallu baisser des loyers. J'ai jamais vu ça en 15 ans. Ça va revenir éventuellement. C'est juste que là, on a fait classe sur l'immigration. Ça a barré raide net sec. Fait que c'est sûr qu'il y a eu un déficit de gens. D'ailleurs, je le disais toujours dans les cours, le plus gros danger en immobilier, c'est la démographie. Si on n'a plus d'augmentation de population, on a moins de demandes sur nos loyers, fait que nos loyers n'augmentent pas. Ça va se rebalancer parce que le neuf va se construire un peu moins parce qu'il y a moins de demandes, ça va se rebasculer, mais pour l'instant, on est vraiment dans un choc de loyer. Donc, on parlait d'augmentation de 3 % de loyer. Je fais juste vous dire que nous, nos logements rénovés, on a pris la décision de ne pas envoyer d'augmentation cette année. Fait que tout ce qui est rénové,
Bon locataire, évidemment. Je pense pas qu'on va envoyer d'augmentation parce qu'on veut garder nos locataires en place. Il faut jouer un peu avec ça. Fait que soyez prudents au niveau des prévisions de loyer. On le sent sur le marché. Les MRN diminuent un peu. Je parle aux agents, les gens sont plus gourmands un peu sur le prix. Fait qu'on a un replacement en ce moment là, au niveau des prix. C'est pas dramatique, on parle pas de crash du tout, mais soyez prudents dans vos calculs de location au niveau de l'augmentation de loyer parce que faut faire attention. C'est sûr que si tu prends un loyer de 800 et tu le rénoves, et tu vas le louer plus cher. Là. Mais dans la braquette de 1400, 1500, c'est vraiment plus difficile. Oui. Puis si le contexte n'est pas le même qu'en 91, 90, 2008 non plus. En 91, en fait, je pense que les banques ont peut-être compris aussi par rapport au financement parce qu'ils finançaient vraiment à côté là, dans les années 90, fin 80, début 90. Il y avait des financements, gens qui racontaient qu'ils achetaient des immeubles des fois financés à 100 quelques pourcents. Je sais pas, ils achetaient 95 000 un immeuble puis ils finançaient 105. Il n'y avait pas de ratio de couverture de dette puis les banques étaient comme vraiment willing à prêter. Puis à un moment donné, bien, évidemment, quand les gens sont surfinancés, il y a eu beaucoup de gens qui ont remis les clés aux banques. Puis il y a eu beaucoup de reprises bancaires qui ont fait dropper les valeurs aussi. Puis les gens, vu que ça droppait, bien, remettaient les clés aux banques. C'est pas le temps c'est pas le temps de débarrasser ton immeuble quand le marché baisse, mais la panique s'est installée, puis les gens remettaient les clés aux banques. Fait que ça, c'est une chose qu'on ne vit pas présentement. Puis en 2008, bien, c'était les papiers commerciaux. 2005, 2006, 2007, 2008, les papiers commerciaux aux États-Unis, les surfinancements et tout ça qu'on n'a pas présentement. Donc, je pense que le contexte est différent. Mais les bons points que tu as amenés, JP, moi, je trouve qu'on est dans un autre contexte, puis je pense que ça va bien. On n'est pas là, c'est vraiment juste au niveau de la démographie. C'est vraiment la démographie. Je serais curieux s'il y en a qui veulent commenter dans leur région. J'avais le pouls, c'était un peu partout au Québec, fait que la population a ralenti, fait que la demande au niveau du logement a ralenti. Mais encore là, dans le logement usagé, on est vraiment le dernier refuge de... Tu sais, je dis souvent, le logement usagé moyen de gamme, il reste la rue après. Là. Je veux dire, on est vraiment le bassin de gens où est-ce qu'on abrite les gens. Fait que si la construction neuve construit moins, ça se rebalance là-dedans. Ça va être un flot de gens, mais on va rester à une augmentation selon l'inflation, selon moi. Là. C'est juste cette année, ça va vraiment être un dur coup. Là. On a bloqué le programme d'Expérience Québec pour les gens. On n'a pas rentré d'étudiants étrangers non plus. Fait que ça a complètement freiné la demande. Excellent. Je vais te laisser celui que tu avais mis une petite étoile, puis je vais bonifier peut-être là-dessus. Donc, le meilleur tremplin pour passer de transactions de petits plex à des transactions de 100 logements, comme tu fais? En fait, le premier step, je pense, ça serait ce que je recommande dans les cours, les gens, mettons, qui vont passer de plex. Je pense que le programme financé à 80% pour les 6-8 logements de Desjardins, je trouve que c'est une sacrée bonne alternative pour commencer. C'est un financement personnel. Ça ne tient pas compte du ratio de couverture de la dette. Ça risque d'être cash flow négatif, mais vous allez avoir un bon ratio de financement quand même. Optimiser ça, on revend ou on refinance au commercial. Fait qu'on peut, par exemple, acheter un 8 logements au personnel. On le lance, on l'envoie après ça en financement SCHL de type commercial. C'est-à-dire que c'est plus nous qui est financé. Ça libère notre bureau de crédit. Puis on peut recommencer. On peut faire cette étape-là aussi souvent qu'on veut. Là. Fait que je trouve que c'est un bon tremplin. Puis après ça, ben, il y a d'autres immeubles. C'est niaiseux à dire, mais comme en fait, c'est fâchant à dire, mais plus c'est gros, plus c'est facile. Au niveau de. Je dis pas de la gestion, là, faut faire attention, là, mais au niveau du traitement bancaire, au niveau de trouver des potentiels partenaires avec vous. Quand on achète bien, comme il y a plus de demandes dans le plus gros. C'est niaiseux comme ça, mais attention, il y a plus de travail. Là. On ne commence pas direct là, il faut apprendre, il y a une courbe. Mais de penser que c'est plus dur un multilogement, c'est le contraire. C'est plus facile. Okay, ouais. C'est ça aussi, les réflexes que les gens ont, c'est qu'ils vont souvent avec leur argent qu'ils ont disponible, qu'ils vont se lancer dans des petits immeubles, le financement est plus facile, dans le sens que des fois, on peut acheter à 95% ou 90% SCHL et tout ça. Puis là, ben, si tu veux aller dans le plus gros, dans des 12, des 24, des 48, ça va peut-être prendre l'argent des autres. C'est de trouver un partenaire qui va mettre le cash et accepter d'être 50-50 à un moment donné, plutôt que de tout le faire tout seul avec tes économies, parce que si tu attends d'avoir prochaines économies pour acheter plus gros, ça risque d'être très, très, très long. Donc, je pense que c'est ça que tu as fait aussi, mais moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Tu sais, d'aller dans le plus gros, c'est tu t'associes avec quelqu'un ou tu prends du cash de quelqu'un pour partager, pour essayer de grossir. Donc,
Je pense que c'est un tremplin, tant qu'à moi, c'est l'argent des autres. Et non, parce que souvent, les gens nous disent, ah, ben là, j'ai plus d'argent, je sais quoi, ben, trouve-en, il y en a plein partout de l'argent, mais attends pas d'avoir accumulé des. Parce que tantôt, il y en a qui parlaient de dans son coffre. Je l'ai vu passer. Ouais, exact. Attendez pas d'avoir de l'argent dans votre coffre et de l'accumuler avant de pouvoir investir, ça risque d'être long, là. L'argent des autres, les amis. L'argent des autres, si vous avez une bonne transaction, là, j'aimais l'analogie de mon ami Fred. Il dit, c'est comme un lac, l'argent, c'est comme un lac, puis elle coule naturellement où est-ce qu'il y a un bon rendement. Fait que, c'est naturel. Fait que si tu as une bonne transaction, là, faites attention, on parle de partenaires, là, je le dis tout le temps, avocat, faites attention, il y a certaines règles avec ça, faites pas d'appel public à l'épargne, bref, faites vraiment attention avec ça, mais si on respecte dans les règles de l'art, c'est une technique qui est hyper utilisée dans l'immobilier, où est-ce qu'on fait du partenariat, où est-ce que vous avez la compétence, vous avez l'énergie, probablement, pour les gens qui sont ici, d'acheter une transaction, de la gérer, de l'optimiser. Ben, moi, j'ai fait ça plein de fois là, avec plein de partenaires différents. Où est-ce qu'on a optimisé des bâtiments, où est-ce que les partenaires sont passifs, ils injectent de l'argent, toujours dans les règles de l'art, puis ils obtiennent un rendement, puis on est partenaires ensemble de l'immeuble. Ouais. Excellent. Mieux vaut un pourcentage de quelque chose que 100% de rien. Tellement. Puis quand on commence, tu sais, les gens, comme c'est quoi la règle? Ben, même si tu as 25% ou 20% du deal, ça te permet d'en faire un puis d'avoir un track record pour après ça être capable d'en faire d'autres. Voilà. Excellent. Excellent. On va dans un autre registre. Judith Leclerc qui demande est-ce que les soirées mensuelles ont toujours lieu? Effectivement, on est toujours là. Donc, à Montréal, bientôt, je pense que c'est le 3 février pour le speed dating immobilier. On est à Québec bientôt aussi avec notre ami Simon Dubé qui fait un partage de son parcours. On est aussi à Sherbrooke bientôt. Donc, ici, on voit à l'écran les événements. Donc, 12 février à Sherbrooke pour l'amour de l'immobilier. Donc, panel avec 3 couples, en fait. Nos soirées virtuelles ont toujours lieu aussi. Ensuite, on a notre soirée à Gatineau qui a eu lieu avec PMML. On était quand même 90 pour une première en 10 ans. C'était quand même excellent. On s'en va aussi à Trois-Rivières en mois d'avril avec PMML. Donc, les soirées ont toujours lieu. On continue. Les gens adorent. Donc, avis aux intéressés. C'est une belle place pour faire du réseautage, rencontrer des partenaires potentiels, trouver peut-être un deal, se motiver, trouver quelques 3-4 petits trucs durant la soirée qui nous permettent d'avancer plus rapidement. Donc, soyez les bienvenus et on espère vous voir en grand nombre, les amis. Yes. Quelqu'un, je pense, c'est Mathieu Côté, ça se peut-tu? Oui, j'ai Mathieu, mais je peux juste parler du coffre parce que ça va être en lien avec la soirée de ce soir. Cherki, en fait, la meilleure façon de faire fructifier son coffre d'argent, je sais qu'on a parlé de partenaires et tout, mais si on veut acheter, mettons, sa première maison, on en parle ce soir à la formation Premier Toit. J'ai révisé la formation, j'ai changé des choses qui étaient changées depuis qu'on l'avait donné la dernière fois. Puis le CELIAP qui a été rajouté, il y a le RAP aussi qui a été vraiment augmenté. Oui, le prix des maisons a augmenté, mais fiscalement, le gouvernement a rajouté vraiment plein de choses intéressantes au niveau de l'achat, dont le CELIAP, que je trouve qui est vraiment bien. Puis le RAP qui a vraiment grossi aussi pour l'achat de propriété. Fait que je voulais juste faire un petit bémol là-dessus, qu'on en parlait ce soir à la formation. Une petite rapide de Mike Lepage, ça m'a fait rire. Là. Avant de faire un partner avec quelqu'un, googler son nom. Définitivement. C'est fou ce qu'on trouve. C'est fou ce qu'on trouve. Et puis pour vrai, je suis en train de discuter aussi de rembarquer dans un autre partenariat d'avion un peu plus gros. Puis, tu sais, Google le nom. Après ça, va sur Suckage. Et même s'il y a un casier judiciaire aussi, là, ça peut vous causer préjudice au niveau des banques. Faites attention avec ça, les gens qui ont des casiers. Puis, avec une bonne recherche, là, on fait des blagues sur Google, mais une bonne recherche de la personne, définitivement. Puis ça fait 3 fois, je le dis, un avocat, parce que faire des partenariats, il faut qu'il y ait une certaine structure. Voilà. Est-ce qu'il y avait une question que tu voulais faire ou sinon j'y vais d'une. Vas-y, je viens de finir les annonces. Je vais lire. Rapide, Jean-François, les secteurs qui étaient touchés par les baisses des loyers, j'ai mis la question rapidement, là, mais la baisse des loyers à Montréal, nous, on a surtout vu projet d'université. L'Université de Montréal. On n'a pas d'immeuble dans le ghetto McGill, là, mais définitivement, c'est sûr à 100% que le ghetto McGill a été touché. Dans les places de premier arrivant aussi, ça a été touché un petit peu. Fait que, on a eu une certaine baisse à ce niveau-là, mais nous, on l'a vu beaucoup dans le secteur des universités parce que les étudiants temporaires n'ont pas été admis cette année. Voilà.
OK, excellent. On va poursuivre avec Mélodie Bourque. Lorsqu'on propose une balance de vente au vendeur, comment lui proposer, car c'est souvent méconnu. Évidemment, on a un rôle éducatif à faire parce que si, ça dépend encore du vendeur, parce que si on a un vendeur qui a beaucoup d'expérience, qui a eu beaucoup d'immeubles, ben, il connaît bien la balance de vente, mais des fois, c'est un vendeur qui n'a aucune expérience là-dedans. Donc, le seul immeuble qu'il a eu, c'est mettons, un 8 logements, puis il le vend à 40 ans plus tard. Donc, comment lui proposer ça? Ben, premièrement, on va lui demander de participer au financement et non de faire du financement créatif avec nous. Ça peut sonner drôle un peu aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas la balance de vente. Donc, on va faire non pas du financement créatif, mais on va lui demander de participer au financement, de lui proposer de faire un rendement sur son argent aussi, parce que si la personne met son argent à la banque, ces rendements ne seront pas vraiment intéressants. Donc, vous allez faire un rendement. En plus, ça va être garanti. Votre placement va être garanti, en plus, par une hypothèque sur un immeuble, sur l'immeuble que vous nous vendez en plus. Donc, vous connaissez bien l'immeuble. Puis, on ne dit pas ça, mais ça fait des fois, ça fait des semaines qu'il nous dit que c'est un bon immeuble, avec bon placement pour la personne. Et aussi un argument à servir et à offrir aux vendeurs, c'est qu'il va pouvoir peut-être reporter une partie de ses impôts. Donc, décaler un peu ses impôts dans le temps et peut-être dans des stratégies avec son fiscaliste de peut-être jouer avec les montants année par année pour payer le moins d'impôts là-dedans. Donc, report d'impôts possible. Rendement intéressant, dépendamment quand même vous allez lui offrir, évidemment. Puis, placement garanti par une hypothèque sur un immeuble qu'il connaît très, très bien. Puis ça vous aide aussi. Il y en a qui jouent la carte aussi émotive un peu. Là, c'est comme vous, quand vous avez commencé, peut-être que vous vous êtes fait aider par les vendeurs. Fait que moi, je commence. J'ai accès aux liquidités, mais je ne veux pas nécessairement les injecter dans le projet parce que je suis en mode expansion. J'aimerais ça peut-être acheter d'autres immeubles. Donc, si vous pouvez me donner un petit coup de main, j'apprécierais. Puis, je vais vous donner un rendement. Donc, c'est souvent les arguments qu'on va sortir. JP a peut-être eu d'autres arguments à sortir. Oui, en fait, le seul conseil que je donnerais sur la BV, en fait, c'est de faire ça une fois qu'on a une relation avec le vendeur aussi. Tu sais, si tu commences avec une offre d'achat, tu demandes une BV en partant, ça part mal. Fait que c'est une question de relation au niveau du vendeur. Puis ce qu'on entend souvent aussi, c'est comment c'est pas possible d'en avoir. Hey, on a des histoires au club, là, je pourrais vous en raconter là, des pas possibles. Là. Des gens qui ont fait des transactions, puis dans du 6 logements. Là. Il y en a qui ont eu même des BV puis plus d'argent encore. Là. Fait que le vendeur, il a dit ah oui, ben, il me reste un peu d'argent de plus, je vais te la placer en même temps que la BV, tu me donnes un bon taux, puis genre d'affaires de même. Là. Ça s'est déjà vu en appel de coaching, j'en revenais pas. Ça, c'est sûr que c'est des coups de circuit, mais il y en a, puis c'est pas illégal. Fait qu'arrêtez de penser que c'est illégal, c'est pas illégal. C'est tellement pas illégal. Ouais, vas-y. Ben, dans le formulaire de courtier, dans l'achat, il est là, la balance de vente. OK? Donc, voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire. Solde de prix de vente dans le formulaire de l'OACQ. Voilà. Arrête de dire que ça ne se fait pas ou ça ne se fait plus. Évidemment, vous achetez une maison, c'est un peu plus dur d'avoir une balance de vente, mais plus l'immeuble est gros, plus ça a l'air des balances de vente des vendeurs parce que ça prend plus de liquidité, en général, pour acheter un plus gros immeuble. Donc, les vendeurs, s'ils veulent avoir le plus d'acheteurs possible, vont participer souvent au financement. Voilà. D'ailleurs, c'est combien sur votre achat de 200 millions, la balance de vente? 30 millions. Oui. On a une balance de vente de 30 millions. Sur 200 millions, fait que ça fait... Ben, c'était 140, une estimation de prêt 140, puis une balance de vente de 30. Fait qu'on avait 170 de financement sur 200. Cool. Excellent. Jean-Luc, il me ferait du but pour avoir de la mal à utiliser l'argument « je débute » pour avoir une balance de vente. Il me ferait. C'est une bonne joke, Jean-Luc. C'est bon. Ensuite, je peux y aller avec d'autres questions. Il y en a-tu qui t'appelaient? Vas-y. Je vais chercher là. Parfait. Il y avait, écoute, Steve rapidement, là, que je salue, un ami. Steve, ouais, c'est ça, il faut tout le temps se lever quand il y a une question. Hein. Steve qui disait 5 ans ou 10 ans pour... moi, je vais toujours y aller du 5 ans. Je ne vois pas le désir d'aller sur 10 ans en ce moment. Les taux sont pas particulièrement bas. La seule chose qui pourrait arriver, puis là, je suis plus en immobilier 201, mais c'est une nouvelle crainte qui m'est apparue dans mon monde de prudence en immobilier. Si jamais la dette du Canada continue de monter, ben si on perd notre code AAA, puis on devient, mettons, AA-, ben ça pourrait affecter les taux d'intérêt parce que faut comprendre que la SCHL, quand elle garantit nos prêts, elle garantit AAA.
Fait que si le gouvernement du Canada, qui est la SCHL, n'a plus la cote AAA, ça pourrait augmenter les taux d'intérêt. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Suivez la dette du Canada, suivez les budgets, suivez la tension géopolitique, parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde notre cote AAA. Fait que c'est la seule chose que je verrais pour l'instant, parce qu'on est pas mal stabilisé. Je ne sens pas le besoin d'y aller sur 10 ans. Évidemment, je n'ai pas une boule de cristal, là, je ne suis pas économiste. Là, j'appelle toujours ça above your pay grade, mais je verrais ça. Puis d'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça, mais avec Steve, qui est bénévole avec sa femme dans une maison de soins palliatifs, on avait gagné un dîner avec Laurent Ferreira, le président de la BNC. C'était mercredi, puis on a eu plein de belles informations sur l'économie et le futur aussi que je pourrais vous partager dans un autre lunch, mais c'était vraiment super intéressant. Excellent. En espérant que ça répond à votre question. On a quand même eu plus d'une centaine de personnes en parallèle, en même temps, en fait. Là, donc, il y a peut-être 200 ou 300 personnes qui ont vu le lunch aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié le contenu. Peut-être un petit mot de la fin à notre ami Jean-Philippe. Hey, je suis content, je vais être là au prochain lunch. Je vais écouter la Corpic. Je suis vraiment curieux. Fait que suivez ça pour les avis d'augmentation. Je pense que ça va être le sujet de l'heure. Mais si vous dites les loyers, c'est pas le bon moment d'investir en immobilier, c'est une erreur. Il y a toujours des bonnes transactions. Fait qu'on a une situation peut-être où est-ce qu'on a des gens qui se sont un petit peu étirés, les loyers baissent. Fait quand que le marché bouge comme ça crée des transactions, là, ça crée des belles transactions. Fait que justifiez pas la baisse des loyers pour un mauvais moment d'investir, c'est complètement le contraire. C'est le temps d'aller chercher. Il va peut-être avoir des logements neufs aussi qui se louent moins bien, qui auraient une belle opportunité d'aller chercher. Fait que continuez de bouger, puis suivez les avis d'augmentation. Tant qu'à moi, c'est vraiment les deux sujets de l'heure en ce moment. Voilà. Hey, merci d'avoir été là, JP. La semaine prochaine, tu vas être là, mais comme participant. Voilà. Et on te promet, en fait, ben là, ça sera en fait nos amis de la Corpic qui seront là, donc Sophie Salalé, je ne sais pas comment on le prononce, j'espère que je n'ai pas trop déformé, Éric Sans Souci, donc de la Corpic, qui sont là pour parler des critères de fixation de loyer, mais surtout de répondre à vos questions parce qu'il y a un nouveau calcul qui est fait, puis ça soulève sûrement beaucoup de questions. Donc, soyez présents, puis JP, on te promet si tu poses une question, de la passer. Yes. Merci. Hey, c'est 2 machines en passant, là. Éric, je le connais, on est allé quelques fois à la semaine Esprit Millionnaire ensemble, puis j'ai eu la chance d'y parler aussi, puis Sonia aussi. Je m'aventurais pas dans le nom de famille, mais ils ont fait l'augmentation l'année passée, très connaisseurs, fait qu'il n'y en a pas manqué. Investisseur aussi, donc je ne sais pas si ça fait l'investi, mais je sais qu'Éric est investisseur aguerri, donc c'est intéressant d'avoir aussi son opinion d'investisseur, même s'il va sûrement y aller avec son opinion ou son rôle, en fait, de la Corpic, mais sûrement qu'il va y aller d'opinion personnelle peut-être là-dedans. Donc, à suivre. C'est un rendez-vous, les amis, la semaine prochaine. Et on vous invite à réécouter les podcasts. S'il y a des trucs que vous avez peut-être échappé, que vous aimeriez revoir, peut-être des fois en accéléré aussi. Donc, c'est une belle façon de revoir le lunch. Et il y a d'autres lunchs aussi qui sont là. On est rendu à 218. Donc, vous pouvez en écouter d'autres que vous avez manqué sur différentes plateformes de podcasts, Spotify, YouTube et tout ça. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. On espère que vous avez apprécié le rapport qualité-prix ce midi. Donc, comme on dit, 100% gratuit, 100% qualité comme à chaque fois au club. Donc, merci JP. On se revoit dans 2 semaines. Si je suis là, je ne me souviens plus trop de mon horaire, mais merci tout le monde d'avoir été là. Donc, go. Bonne semaine immobilière à tous et on se revoit la semaine prochaine. Bye.